Salut, c'est Doc. Le chapitre 794 est sorti avec un jour d'avance d'ailleurs, ça c'est bien, ça va pouvoir me permettre de sortir pour moi cette vidéo un peu plus tôt. Ce chapitre a pour moi un arrière-goût d'une petite déception. Je trouve que le twist qui a été trouvé par rapport à expliquer comment Sabo justement n'est pas intervenu à Marineford, le coup de l'amnésie, je trouve que c'est quelque chose de trop facile par rapport à ce que Ichiro Oda a l'habitude de nous donner. Je vais en parler en détail justement dans cette vidéo. Donc ça a été quand même pour moi une assez grande déception. Par contre, il y a plein de choses à côté qui ont été mis dans ce chapitre et qui apportent encore une fois pas mal de réponses. Donc un sentiment assez mitigé au niveau de chaque chapitre, et c'est ce qu'on va voir justement dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 794. On va déjà commencer ce chapitre par rapport à la page de couverture. Ça, j'en ai pas trop parlé dans les autres chapitres parce que je les avais trouvés assez moyens. Celui-là, je le trouve vraiment bien parce qu'il y a Doflamingo qui joue justement un flamant rose, et le flamant rose, lui aussi, a comme qui dirait deux marionnettes. Ça reprend vraiment bien le thème justement de Doflamingo. Et dedans, on voit les personnages justement du magicien d'Oz, c'est-à-dire qu'on a on a Alice, on a l'épouvantail, on a le lion et on a aussi l'homme de fer. Et c'est même une version du magicien d'Oz assez mortelle parce qu'ils ont tous des sortes de couteaux, des haches. Donc j'ai bien aimé ceci, et ça apporte justement la question par rapport à la cité d'Émeraude. Cité d'Émeraude, c'est l'une des grandes cités, des sortes de grands entre guillemets de trésors au niveau, et aussi énigmes au niveau de One Piece. Et justement, le magicien d'Oz rapporte aussi par rapport au thème de la cité d'émeraude. Donc il y a ici un petit truc qui peut être vraiment sympa à détailler, pourquoi pas en faire justement une théorie. Mais on va parler surtout de la chose qui moi m'a le plus embêté au niveau de ce chapitre. Il s'agit du twist de l'amnésie par rapport à Sabo. Pour moi, l'excuse de l'amnésie est vraiment un truc trop facile. On se serait presque cru dans les feux de l'amour ou une connerie dans ce genre-là. C'est-à-dire que Ichiro Oda nous a toujours habitués à avoir quelque chose de vraiment travaillé, un truc de recherché. Et là, on a l'impression que c'est le cheveu sur la soupe qui vient juste d'atterrir et se dire putain, Sabo, c'est vrai que j'ai pas pensé du tout à comment l'expliquer. Va falloir que je trouve quelque chose de dernière minute pour que ça ait l'air cohérent. Et c'est ça pour moi qui me fait un peu mal, parce qu'il y aurait eu plein d'autres façons d'amener la chose. C'est sûr qu'avec Ichiro Oda, on s'imagine toujours des trucs vraiment grandioses, vraiment très recherchés, et quand il utilise une ficelle normale, on est presque à crier, et c'est justement ce que je suis en train de faire, on est presque en train de crier au scandale, alors que c'est normalement quelque chose qui est utilisé. Le monde de One Piece n'est pas un monde sans amnésie, il y a obligatoirement des choses comme ça qui se passent. Mais je trouve que par rapport à un personnage aussi important justement de Sabo, utiliser cette excuse rabaisse un petit peu le personnage. Par contre, je ne dis pas que c'est émouvant, que ce n'est pas émouvant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiment quand on le voit, quand il pleure au moment de la redécouverte. C'est quelque chose qui prend vraiment les nerfs. Mais c'est vraiment l'excuse qui est utilisée pour dire Sabo n'a pas pu intervenir à Marineford. Pourquoi ? Deux points. Une amnésie. Il ne se rappelait rien. Il s'est seulement souvenu de Ace, et qu'il avait deux frères qui étaient justement Ace et Luffy, seulement qu'après Marineford. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu intervenir. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'il aurait pu mettre. Je pense qu'Ichiro Oda aurait pu mettre en évidence les plans de l'armée révolutionnaire de façon assez subtile ici. Si il avait montré une conversation justement entre Dragon et Sabo dire il y a Ace qui va mourir, il faut absolument que j'intervienne pour aller le sauver. Et là, Dragon lui dit non, la mort de ton frère est quand même va être nécessaire parce que ce n'est qu'un grain de sable comparé à la tempête de sable que nous on va amener plus tard. On ne peut pas se déclencher, on ne peut pas rentrer en guerre contre le gouvernement ouvertement maintenant parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se préparer et ça va mettre du temps. On est obligé de laisser sacrifier ton frère, je suis vraiment désolé pour ça, mais tout ce qui s'annonce après, c'est trop énorme pour qu'on mette tout ça en l'air par rapport à ton secours, par rapport à aller sauver ton frère. On aurait pu voir plein de trucs qui se seraient passés, comme quoi que Sabo aurait essayé de s'enfuir, enfin bref, qu'il aurait été retenu ou quoi que ce soit. On aurait vu plein de choses qui auraient été possibles, sauf que cette amnésie, je trouve ça vraiment trop lambda, trop basique. Et surtout le fait de l'amnésie, comment elle était amenée, me semble vraiment bizarre.
que Sabo ne se soit pas souvenu de Ace ou de Luffy avant, en tant que second de l'armée révolutionnaire, même si il y a 2 ans, il n'était pas le second. Je pense qu'avec tout ce qu'a fait comme connerie Luffy par rapport au gouvernement, ne serait-ce que déjà bien avant par rapport à l'Alabasta, les mecs, c'est les révolutionnaires, c'est des dieux au niveau du renseignement. C'est pour ça que d'ailleurs Robin va y aller plus tard. D'ailleurs il y a une petite incohérence justement avec Robin, on en parlera plus tard. Euh, je, c'est sûr et certain qu'ils ont dû apprendre que c'était justement Luffy qui a mis à bas ainsi Shibukai qui était justement Crocodile. Donc ils ont dû avoir des informations par rapport à lui. Quand il a été à Eni Lobby pour sauver justement Robin et justement brûler le drapeau du gouvernement, je pense que Sabo, encore une fois, a dû avoir des infos par rapport à ça. Le fait de Ace, comment il a monté en puissance tout au long de sa vie quand il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche et même quand il est parti à la recherche de Barbe Noire. C'est des éléments qui sont quand même super importants, même ne serait-ce que la capture de Ace ont été des choses assez importantes qui auraient permis une sorte de déclic par rapport à Sabo. C'est ce que je pense. Là maintenant on est vraiment dans le thème de la psychologie, savoir comment quelqu'un d'amnésique peut retrouver la mémoire. On sait que normalement que ça doit être un putain de choc, et là le putain de choc justement il l'a eu en apprenant et en lisant que Ace était mort. Mais le lire sur un papier et le vivre en direct sont deux choses quand même euh, comment dire ça, extrêmes d'un niveau à l'autre. C'est-à-dire que quand Sabo, si par rapport à tout ce qu'il a appris précédemment par rapport à Luffy et à Ace n'a pas eu le déclic, je ne vois pas en quoi, en apprenant sur papier la mort de la personne, va lui foutre le déclenchement au niveau mental, de lui lancer justement tous ses souvenirs qui reviennent justement à la surface. Je pense que s'il l'avait vu de ses propres yeux son frère mourir, je pense que l'impact psychologique aurait été beaucoup plus important. En plus, il n'y a personne qui a pris la photo de Ace quand il a le bras, quand il se fait traverser justement par Akainu, non pas Akainu, Akainu. Euh, la photo qu'il doit avoir dans le journal, c'est la photo de Ace, sa fiche de recherche, et c'est tout. Donc je ne vois pas comment ça, en l'apprenant, ça a pu lui faire un tel déclic. C'est le truc que j'arrive pas vraiment à accrocher. Par contre, comment c'est amené, le fait de le voir pleurer, tout ça, ça c'est assez émouvant, mais c'est émouvant encore. C'est émouvant entre guillemets parce que vu que je crois pas du tout au système je crois à la perte de mémoire, mais je crois pas au déclenchement du retour de sa mémoire. C'est ça qui me pose vraiment le problème. Par contre, ce qui est vraiment bon dans ce chapitre, c'est le flashback justement entre Luffy et Sabo. Ce flashback là justement est très bien amené et il y a plein de petites subtilité, enfin pas de subtilité, mais on reconnaît là l'esprit vraiment, la patte d'Ichiro Oda avec beaucoup d'humour, déjà ne serait-ce que par rapport à Barto, comment il intervient, ou aussi la tête qu'il fait quand il voit Luffy en train de pleurer et dans les bras de son frère. Ça c'est des petits passages qui sont vraiment excellents. Le fait aussi que Luffy lui dise à Sabo, enfin il sait pas encore que c'est Sabo, mais ils disent moi je ne suis pas Luffy, regarde ma barbe, je suis Lucci. Ça c'est, on voit vraiment l'intelligence de Luffy qui est vraiment superbe. Et après quand il dit j'aimerais bien tu es l'un de mes frères. Et justement, l'autre dit non, moi ce qui se passe c'est que les frères j'en avais deux et les deux en gros sont morts. Puis là, au moment où il percute que l'autre, en vérité, il ne sait pas s'il est mort, il commence à reconnaître Sabo. Ça, c'est vraiment excellent. Le visage, comment il est fait, le fait qu'il recule ou quoi que ce soit. C'est toujours dans l'extrême, mais c'est vraiment très très bien fait. Et après, comme quoi qu'il peut manger le Mera Mera no Mi ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment génial. En plus, on voit encore qu'il y a eu l'information dans le monde entier que le trophée par rapport au combat du Colisée, c'était le Mera Mera no Mi. Et là, on voit bien Sabo demander à Dragon si il peut se permettre d'aller chercher, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il a en but, maintenant qu'il sait que Ace est mort, et que c'était justement son frère, il doit prendre entre guillemets le souvenir de Ace et se le mettre en lui par rapport au Mera Mera no Mi. Donc ça c'est vraiment très très bon. Ce flashback là est très bien amené, même si tout ça on le savait. C'est ça qui est vraiment dingue, c'est-à-dire que Ichiro Oda nous propose 3 pages là-dessus sur un truc qu'on savait déjà comment ça allait être fait.
il y en a beaucoup qui peuvent juger que tout ce chapitre n'était pas nécessaire parce qu'il n'apporte presque aucune réponse et il n'amène que des choses qu'on savait déjà, mais le fait de le voir par la patte d'Ichiro Oda est pour moi vraiment très très bon. Après, ce que nous apprenons aussi par rapport à ce chapitre, c'est aussi un peu plus sur le personnage de Dragon, qui est toujours une personne très très énigmatique. On avait déjà vu dans le chapitre 495, quand il était justement arrivé dans le royaume de Goa, au niveau de la capitale. On l'avait vu justement à parler à Sabo, et Sabo lui disait justement qu'il avait la haine envers le fait qu'il soit né justement en tant que noble et que ici il était comme une prison. Ça c'est vraiment très très bon, pas une prison, une sorte de prison, une sorte de cage. Donc ça c'est vraiment très très bon de voir qu'il y a vraiment le lien entre ce chapitre, le 794, et l'autre, le 495. Il y a vraiment une relation entre les deux. Il y a vraiment le même passage qui a été fait et on comprend aussi pourquoi Dragon a décidé de sauver ce jeune, parce qu'il l'avait déjà vu au préalable avant. Et j'aime bien aussi le fait qu'ils disent que il y a une odeur ambiante au niveau du royaume qui est encore pire que cette odeur de la déchetterie. C'est carrément la puanteur moi je le vois comme la puanteur de l'âme humaine, et je trouve que c'est vraiment très très beau. Et on voit pourquoi il a été sauvé. On voit aussi que Dragon ne met pas la main dans l'eau pour aller le sauver, mais lui prend la main hors de l'eau. Donc là on voit quand même qu'il y a peut-être une relation aussi par rapport justement aux fruits des monts. Après on apprend que Sabo a une amnésie et qu'il ne se rappelle plus de rien, sauf qu'il ne veut plus retourner dans l'île, qu'il ne veut plus... C'est comme ça justement, moi je me posais la question de savoir comment, vu qu'il a perdu la mémoire, comment Dragon sait que c'est justement un fils des nobles. Et maintenant, on a eu la réponse justement dans le chapitre 495. Et justement, Dragon a conscience que cet enfant était mal placé et que son destin, c'est justement d'être avec les révolutionnaires. Sa mentalité va parfaitement avec les révolutionnaires. Il y a plein aussi de petits passages où on apprend un petit peu plus au niveau de l'univers, de l'ambiance qu'il y a parmi les révolutionnaires. Et ce qui est vraiment excellent, c'est quand justement ils apprennent la mort de Ace et que justement Luffy était à Marineford pour aller sauver son frère. Et ils apprennent aussi que Luffy est le fils de Dragon. Et ça, Dragon en a parlé à tout le monde. Parce que les autres disent, mais Luffy c'est ton fils. Et là tu vois Dragon qui dit, ah bah oui, 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 c'est mon fils. On voit qu'il est exactement comme Gap. Et c'est génial, c'est-à-dire que on pourrait presque croire que leur façon d'être, c'est quelque chose de génétique. C'est-à-dire leur insouciance par rapport à la vie, de prendre tout à la légère, par rapport à certaines choses, comme le fait de ne pas parler que Dragon a un fils. D'ailleurs, c'est même pour ça que Ivankov, on avait vu une fois un petit flashback par rapport à Ivankov qui demandait justement pourquoi Dragon regardait toujours du côté de l'Est. Bah justement, c'était par rapport à la mer où était justement Luffy et justement où lui est originaire, parce que Dragon le dit bien qu'il est originaire justement du royaume de Goa. Et tout ça rapporte beaucoup d'importance, beaucoup de charisme, je dirais, par rapport à ces révolutionnaires, par rapport à qui on ne connaît presque rien. Et justement, par rapport à ces révolutionnaires, je trouve qu'Ichiro Oda n'arrête pas de mettre vraiment beaucoup de mystères autour d'eux. Là, on sait que Robin, par rapport aux 2 ans qu'elle a passé, elle les a passés justement avec les révolutionnaires. Donc, elle a connu obligatoirement Sabo. Sabo savait justement que son frère c'était Luffy, et Luffy avait Robin justement en membre d'équipage. Et là, entre les deux, il n'y a aucune conversation entre eux, il n'y a aucun truc par rapport au futur plan qu'il pourrait y avoir ou quoi que ce soit. Juste à la fin, on voit une certaine complicité entre Robin et Sabo, parce qu'elle lui fait une sorte de petit signe de la main pour lui dire au revoir. Mais je trouve que encore une fois, c'est pas mis en évidence. Il y a peut-être un choix et un désir justement d'Ichiro Oda de mettre tout ça vraiment avec une chape de mystère, avec une ombre planante de mystère par rapport à ça. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait 2-3 petites conversations, 2-3 petits clins d'œil par rapport à des choses qui auraient pu se passer il y a 2 ans. Et c'est un petit défaut pour moi, encore une fois, de ce chapitre. Encore une fois, je dis que c'est des défauts. C'est des défauts par rapport à ce que j'attendais du chapitre. Ça, faut vraiment faire attention par rapport à ça. Je dis que le chapitre est décevant par rapport à ce que moi j'aurais espéré qu'il y ait dedans.
c'est tout. Mais quand on prend une lecture et qu'on essaie de rechercher pourquoi il a fait ça, on arrive à trouver des solutions et on arrive à trouver justement une justification. L'autre chose aussi qu'on voit, c'est que là on a un petit passage justement avec la maison de Kyros et on voit plein de personnages à l'intérieur. La grande chose qui m'a étonné, c'est la présence de Bellamy à l'intérieur. Et ça va sûrement faire plaisir à tous ceux qui sont, entre guillemets, je dirais, les bellamistes. C'est-à-dire les personnes qui voient Bellamy comme la personne entrant comme futur, justement, membre de l'équipage par rapport au chapeau de paille. Moi, c'est une chose que je ne vois pas du tout. Même à ce moment-là encore, je ne le vois pas du tout. Parce que je trouve que ce personnage a trop d'importance, a trop de charisme par rapport à lui-même. Et il va faire un petit peu de tâche par rapport au reste de l'équipage et par rapport à ce qui s'était passé justement avant. Je pense qu'il est venu justement dans cette maison parce que c'est Law qui a dit qu'il faut absolument qu'il vienne parce que c'est quelqu'un qui va être recherché et c'est quelqu'un qui peut être emprisonné par rapport à la marine. La marine cherche tous les membres de l'équipage de justement Doflamingo pour les emprisonner et les envoyer à Impel Down. Law a vu justement la relation qu'il y avait justement entre Luffy. Je dis beaucoup justement encore une fois dans cette vidéo, les dons qui justement, il va falloir que je trouve des synonymes. Law a vu ce qui s'était passé entre Luffy et entre Bellamy. Il a vu Luffy dire à Bellamy que c'était un ami et qu'il ne voudrait pas lui faire du mal et qu'il a une très grande amitié pour lui. Il est donc obligatoire que Law a dit aux autres personnes, il faut qu'on cache Bellamy pour pas qu'il soit pris par rapport à Impel Down, parce que connaissant cet idiot de Luffy, il va vouloir sûrement aller chercher, aller sauver justement Bellamy, parce que Bellamy c'est un de ses amis. Mais c'est un de ses amis, mais peut-être pas au point de faire partie de la flotte. Ça c'est vraiment quelque chose que je voudrais apporter, c'est ma vision des choses, et c'est pourquoi je ne le vois pas justement dans le futur équipage, et c'est aussi pourquoi justement on le voit dans cette maison qui est une sorte de petit repère pour justement cacher les personnes qui pourraient être justement recherchées par rapport à la marine. Encore une fois, je pense qu'il y a quelques jours qu'on a été séparés, donc ça prend parfaitement ce que j'ai dit par rapport à la fin de ma vidéo critique du chapitre 793, c'est-à-dire que Fujitora ne va pas chercher à avoir la tête de Law et la tête justement de Luffy. Sinon c'est sûr qu'il aurait mis à sac toute la ville et qu'il les aurait trouvés. Même si le roi Riku aurait voulu les protéger, je pense qu'il est sûr et certain qu'ils auraient fouillé, ils auraient passé la ville au peigne fin pour trouver ces deux personnes, ramener la tête et les amener justement devant Akainu. Fujitora va devenir quelqu'un d'autre, il va sûrement, encore une fois, même si on m'a dit que j'avais tort, je pense sincèrement que Fujitora va quitter la marine ou va se foutre en marge de la marine et peut-être créer une autre justice plus humaine. Enfin ça c'est pareil, c'est un autre détail. Donc voilà pourquoi, pour moi, Bellamy est justement avec tout le monde, pas parce qu'il va faire partie de l'équipage, je le répète encore une fois, mais parce qu'il doit être protégé, parce qu'il est un membre de l'équipage Doflamingo et le but de la marine c'est de récupérer toutes les personnes justement par rapport à la famille Doflamingo et les emmener à Impel Down. Après c'est toujours pareil, on a toujours plein de petits clins d'œil qui sont mis par rapport à la maison de Kyros. Déjà on voit Kyros, il est dans sa baraque mais il dort par terre, alors que c'est Luffy qui est vraiment sur le lit à se reposer. Chose qui est vraiment aussi pas mal, que j'ai bien rigolé, c'est de voir comme à chaque fois Usopp dormir n'importe comment. Je pense qu'il a voulu dormir sur le lit mais qu'il s'est fait involontairement et s'est fait valdinguer par Luffy, donc c'est pour ça qu'on le voit à moitié dormir par terre et aussi sur le lit. Ça aussi c'est quelque chose qu'on voit souvent quand c'était les fins de chapitre, quand ils se reposent ou quoi que ce soit, on voit toujours Usopp dans une position bien particulière. On voit que Law est vraiment avec eux, donc ils doivent partir pour après rejoindre les autres équipages. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit que Kyros a vraiment ses deux jambes. Donc ce n'est pas une erreur de dessin par rapport à Ichiro Oda, pas à ce niveau-là. Et il a vraiment eu une réparation au niveau de sa jambe. Et ça, c'est vraiment très très bon. Maintenant, on va arriver sur la fin de ce chapitre. Ah non, j'ai oublié quelque chose de vraiment très important. C'est par rapport à Franky qui se répare son œil. C'est encore le fait de lui avoir donné de lui avoir mis en tant que cyborg, de lui avoir donné un œil rouge tel qu'on le voit dans l'anime, et le voir ici se réparer avec un tournevis et se mettre un œil au niveau de sa lentille mécanique, ça me fait totalement penser à Terminator, et je pense franchement que ça doit être une référence parce que je suis né comme lui en 1975, comme Ichiro Oda,
Et Terminator fait partie de ces films qui ont vraiment marqué toute une génération. Et nous, gamins, quand on a vu Terminator, et le fait de le voir devant la glace se réparer l'œil, est vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Je pense que ça a aussi marqué inconsciemment Ishiro Oda. Il a voulu remettre ce passage-là. Et la fin, quand on voit justement Franky chialer et qu'on voit l'œil fumé qui l'a complètement bousillé, il y a encore un petit peu d'humour qui est présent et qui dédramatise un petit peu tout cet effet de flashback, tout cet effet de larmes, tout cet effet de tristesse qu'on pouvait voir. Ce chapitre après se clôture sur plein d'informations. Premièrement, le retour du CP0, c'est d'ailleurs pour ça que Sabo ne peut pas s'apesantir à parler justement avec Luffy, il doit repartir très rapidement. Et je pense qu'on voit au CP0 une très très grosse menace, une très très grande menace par rapport à tout le monde. C'est-à-dire que le CP0 est de retour, donc ça allait déjà avant. Ça montre qu'ils étaient partis déjà avant, avant que la Birdcage se soit mis en place. Donc le but du CP0 c'était d'annoncer que Doflamingo était toujours un Shichibukai. Ils ont fait l'annonce, ils ne sont pas restés, ils sont partis. Par contre quand ils ont appris avec les journaux que Doflamingo était blessé, était déchu par rapport à l'eau, par rapport à l'alliance de l'eau et de Luffy, ils ont fait demi-tour et là ils reviennent justement pour contrer les ordres de la marine et je pense prendre Doflamingo et l'emmener directement au gouvernement mondial. Parce qu'on sait que Doflamingo a un secret et si le secret est appris, le gouvernement mondial, enfin pas le gouvernement mondial, les dragons célestes, et à travers eux bien sûr le gouvernement mondial, ont vraiment de quoi serrer les fesses parce que il va leur arriver quelque chose de vraiment énorme, c'est quelque chose qui peut vraiment remettre en cause leur domination et tel que le monde est gouverné. Et le CP0 pour moi ce sont des personnes, et encore une fois on a une parfaite contradiction par rapport à leur apparence et par rapport peut-être à leur puissance. Ça c'est vraiment très très important. Alors Luffy, tout le monde, ils doivent vraiment partir avant qu'ils arrivent ou sinon ça peut mettre vraiment une très très grosse confrontation. On a aussi eu l'information par rapport à la vive carte ou la carte de vie en fonction de comment on l'appelle. Sabo a eu le temps, ça remet encore le fait qu'il y a eu plusieurs jours qui se sont passés. Il a réussi à mettre en place une grande carte justement qu'il a donnée à Zoro. Il en prend un morceau pour pouvoir toujours être en relation avec Luffy. Donc s'il a besoin de lui parler ou s'il a besoin de le voir ou s'il a besoin de l'aider, parce que là on reprend typiquement le schéma du grand frère qui va protéger et qui va surveiller son petit frère. C'est-à-dire que s'il voit que Luffy risque d'avoir des problèmes, grâce à la vive carte, il va pouvoir le retrouver facilement et aller l'aider. Je pense aussi que la carte, vu la taille qu'elle fait, elle va avoir une importance par rapport à toutes les autres personnes qu'on a vues dans l'arc Dressrosa, qui sont l'alliance des pirates, qu'ils ont justement, enfin l'alliance des pirates, les combattants du Colisée, qui ont justement aidé Luffy par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc on a Barto, Chinjao, enfin tout le monde qu'on a vu, je vais pas tous, Bo, Alex, enfin bref, tout le monde. Je suis encore une fois persuadé qu'ils vont faire partie d'une sorte de flotte, mais flotte entre guillemets amis. On revient vraiment de ce qu'avait Barbe Blanche, c'est-à-dire que Barbe Blanche avait une flotte qui était une sorte d'amis, ils avaient des alliés qui avaient une sorte de notion de famille, et je pense qu'on va revoir cette notion, mais au niveau de l'amitié. C'est-à-dire que même si tous les autres sont redevables par rapport à Usopp, le dieu justement Usopp, ils vont vouloir faire partie de la flotte et là on part justement sur ma théorie où je dis qu'à la fin il va y avoir une très très grosse bataille par rapport, même ne serait-ce que peut-être par rapport à Kaido qui va vouloir justement se venger de la chute de Doflamingo et en donnant des morceaux de vive carte de Luffy, leur entre guillemets capitaine de l'Alliance, ça va leur permettre en cas de nécessité de pouvoir facilement les rejoindre, de savoir où il est. Je trouve que c'est un lien qui est donné qui me réconforte encore une fois dans cette théorie. Ceci n'est qu'une théorie de ma part, mais c'est tel que je vois l'utilisation et je vois que la vive carte qui est aussi grande, qui a été montrée comme cela, je pense qu'elle va avoir un lien par rapport à toutes les autres personnes, tous les autres entre guillemets amis de Luffy. Après on va reprendre aussi le coup de Sabo qui part en corbeau taxi, je dirais ça comme ça. Ça c'est vraiment très très cool et il y a beaucoup de questions qui sont amenées par rapport. Est-ce que ce sont des corbeaux apprivoisés? Moi je pense que c'est une personne qui a une sorte de fruit démon qui lui permet de fractionner son corps
en corbeau, et là on peut peut-être partir par rapport à l'éveil d'un fruit, c'est-à-dire que la personne se transforme, quant à un Zoan, il se transforme en animal, mais il a peut-être une version éveillée de ce Zoan qui lui permet d'avoir plusieurs petits corbeaux et de pouvoir partir. Il y en a un qui dirige, d'ailleurs c'est le corbeau qui parle, avec lequel justement Sabo parle, et justement il lui pose la question comment tu peux faire ça ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. Et je pense que là on a peut-être des petits indices par rapport à des façons éveillées du fruit. Il n'y a pas que Doflamingo qui ne peut avoir une version éveillée du fruit, je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent l'avoir. Et d'ailleurs, quand on reprend, quand on fait des recherches et qu'on voit justement, quand il y a eu le flashback entre Robin quand elle est 2 ans, quand elle est recherchée justement par les révolutionnaires et qu'on arrive sur l'arc des 2 ans, on voit que justement c'est un corbeau noir qui donne le journal, le journal. Donc c'est quelque chose qui est redondant, c'est quelque chose qui a déjà été utilisé par Eiichiro Oda, et comme on le voit à chaque fois, Eiichiro Oda, souvent il met des trucs vraiment longtemps à l'avance. Alors voilà ce que j'ai pensé de ce chapitre, une déception par rapport au choix justement du flashback, ça j'ai assez détaillé, j'ai du mal à comprendre le ressort et surtout l'impact psychologique, et je vois aussi beaucoup de mystères qui ont été mis justement sur le flashback de Sabo. Ça c'est peut-être en prévision du 22 août quand on va avoir justement l'épisode spécial par rapport à Sabo, ou alors on va avoir un redit de tout ce qu'on a vu justement dans ce manga. Voilà, je pensais pas parler autant sur ce chapitre, au fur et à mesure toujours pareil, il y a plein de choses qui me viennent en tête. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Comme d'habitude, merci d'être aussi nombreux à avoir rejoint l'équipage du Going D Sunny. On est maintenant plus de 4000. 4000, ça commence à faire beaucoup de Nakama. Je suis vachement crevé en ce moment, c'est dingue. Mille merci à vous, comme d'habitude. N'hésitez pas à venir sur le site onepicepassion.com, à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo, c'est vraiment très important. Et par contre, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, en un sens tant mieux, parce que la semaine prochaine, encore une fois, je suis méga débordé. On se donne donc rendez-vous, décidément j'ai du mal, dans 2 semaines pour la critique analyse du chapitre 795, et entre temps, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!